Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui pour ce webinaire consacré à l'IA, l'énergie et l'environnement. Je vais vous partager du coup euh, mes slides ici même. Est-ce que tu peux me confirmer, Nelly, que c'est bon? Oui, je te confirme, on voit très bien. Ah, super. Donc, le titre aujourd'hui de notre présentation, Environnement et énergie, un monde plus durable et enviable avec l'intelligence artificielle. Euh, il y a plein de sujets globalement dont on pourrait parler aujourd'hui, mais je vais m'attarder essentiellement aujourd'hui sur l'efficacité énergétique et sur les a priori qu'on peut avoir sur l'intelligence artificielle. Euh, Vous montrer un peu comment ça a évolué dernièrement et après vous montrer concrètement des exemples d'applications euh, pour vous montrer un peu comment ces domaines-là sont en train d'innover et d'évoluer grâce à l'intelligence artificielle. Mais avant tout, qui je suis, moi, aujourd'hui? Ceux qui ne me connaissent pas, du coup, je suis diplômé ingénieur de l'ENSIMAG. J'ai travaillé à l'INREA ensuite, dans un laboratoire de recherche à Montbonneau sur des problématiques de smart building et de robotique sociale. Donc, je travaillais sur la captation d'activités humaines dans les bâtiments pour que le bâtiment s'adapte à l'utilisation des utilisateurs, à l'usage des utilisateurs et non l'inverse. Et j'ai travaillé aussi sur les robots, faire en sorte que les robots ne se prennent pas les chaises et les tables, c'était la base, mais après faire en sorte qu'un robot ne passe pas entre deux personnes qui sont en train de discuter, typiquement pour tenir compte du contexte social. Voilà, et j'ai aussi travaillé sur les premiers algorithmes de détection d'émotions, à l'époque où le deep learning commençait à se développer au niveau académique. Et en 2014, j'ai cofondé Neovision, dont je suis le président aujourd'hui et qui est spécialisé donc en intelligence artificielle. Je vous le présenterai très rapidement tout à l'heure. Je suis aussi consultant logiciel pour Minalogic à travers du programme EasyTech pour aider les PME et les ETI à valoriser les travaux de recherche des laboratoires. Je suis aussi consultant en IA pour BPI France pour aider les entreprises à financer leurs projets d'innovation au travers des dernières avancées en intelligence artificielle. Et je suis aussi membre du comité stratégique de MIAI. MIAI, c'est l'Institut interdisciplinaire en intelligence artificielle qui est à Grenoble. Euh, donc voilà, qui initie pas mal de projets de recherche en collaboration avec le privé et notamment sur l'intelligence artificielle. Donc comme je l'ai dit, je vais vous présenter rapidement donc, ma société et ce que c'est l'intelligence artificielle aujourd'hui en 2021, les préjugés et idées reçues de l'IA dans le domaine énergétique, enfin, pour l'énergie et pour l'environnement. Je vais vous parler un peu des processeurs optimisés pour l'intelligence artificielle et vous montrer un peu comment ça a évolué dernièrement et quel changement de paradigme cela implique au niveau de la consommation notamment. Je vais vous parler d'applications dans le domaine énergétique, nous montrer quelques exemples qui ont été réalisés par d'autres, mais aussi des applications et des projets concrets que Neovision a réalisés. Euh, et ensuite, pareil dans le domaine environnemental. Et ensuite, comme l'a dit Nelly, on aura le retour d'expérience d'un client, donc Pélin Questier, qui vous présentera un peu sa société, comment on a pu innover ensemble grâce à l'intelligence artificielle. Pélin Questier qui fait du tri de déchets et comment tous les enjeux d'optimisation, de processeurs optimisés, d'optimisation des calculs ont permis d'atteindre le cas d'usage du tri de déchets grâce à l'intelligence artificielle qu'ils voulaient atteindre. Donc voilà. Donc pour commencer, présentation de Neovision et de l'intelligence artificielle. Alors Neovision, notre slogan, c'est l'intelligence artificielle à la portée de tous. Notre objectif, c'est de rendre accessibles ces dernières technologies à nos clients. Euh, Ces technologies utilisent des mathématiques et de l'informatique et pas mal de choses qui évoluent beaucoup et qui évoluent très vite. On a des nouvelles avancées académiques et des nouvelles technologies qui apparaissent constamment. Donc, on doit faire une veille constante de ces choses-là et vulgariser tout ça pour nos clients. Donc, pour ça, on a vraiment une société spécialisée et experte en intelligence artificielle. Ça veut dire quoi? Donc, on a des ingénieurs, des docteurs qui sont spécialisés dans ce domaine-là, qui sont capables de comprendre les derniers modèles mathématiques et de les mettre en œuvre concrètement pour nos clients. En intelligence artificielle, vous verrez dans ma présentation, il y a beaucoup de données, beaucoup de sciences des données, beaucoup de modélisation mathématique, mais aussi de l'informatique pour optimiser tout ça et mettre en œuvre tout ça concrètement. Et donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour nos clients? On propose un accompagnement global de la conception de la solution. On la développe et on l'intègre pour proposer des solutions qui sont vraiment adaptées aux besoins de nos clients. Donc, on va partir vraiment des contraintes métiers
et terrain de nos clients. On va analyser leurs données, analyser les objectifs qu'ils veulent atteindre pour vraiment choisir la bonne solution de l'état de l'art, voire même dans certains cas aller dépasser l'état de l'art en faisant de la recherche pour nos clients. Et ensuite, mettre en œuvre tout ça et intégrer tout ça pour obtenir une solution opérationnelle. Là, vous voyez quelques exemples de références. Euh, Dans le domaine de l'énergie, de l'environnement, on travaille avec des acteurs comme Schneider Electric, qui sont leaders dans le domaine de l'énergie. Vous verrez quelques exemples tout à l'heure. Dans tout ce qui est Smart City, voiture autonome, on travaille avec la société Linred, qui fait des capteurs infrarouges. Voilà, on a des sociétés dans le déchet, dans l'environnement, dans le tri de déchets, pardon, comme Pellin-Castet, dont on parlera tout à l'heure. Voilà, donc pas mal de structures différentes finalement avec qui on travaille. Là, c'est pas exhaustif, mais ça vous montre un peu que l'IA aujourd'hui intéresse beaucoup de monde, beaucoup de sociétés différentes. Pas que dans l'environnement et l'énergie, mais ça en fait partie. Et quelques chiffres clés, donc on existe depuis 7 ans, depuis 2014. On est 25 experts aujourd'hui à Novision. On est basé à Grenoble, près du Palais de Justice. On a plus de 100 clients aujourd'hui, euh, répartis un peu partout en France, et plus de 300 missions réalisées avec un fort taux de satisfaction et des clients qui sont contents de pouvoir compter sur nous comme des partenaires long terme pour la plupart. On a une expertise qui est bien reconnue aujourd'hui en France. On a MIAI, qui est l'Institut interdisciplinaire en IA dont j'ai parlé tout à l'heure, dont on est membre cofondateur. On a aussi euh, Minalogic qui fait appel à nous pour accompagner les PME sur la partie conseil logiciel, et BPI France sur la partie innovation et structuration financière des projets en intelligence artificielle. Et à côté de ça, on a aussi les écoles, comme le GA, où on donne des cours, et Grenoble INP également, où on donne des cours en intelligence artificielle. On a des partenariats aussi avec des laboratoires de recherche, comme l'INRIA par exemple. Et ensuite des grands acteurs dans le domaine du matériel. On en parlera un peu aujourd'hui, comme Hewlett-Packard Enterprise par exemple, et NVIDIA. Donc Hewlett-Packard qui propose des centres de données et des centres de calcul haute performance assez importants. Et NVIDIA, c'est tout ce qui est carte graphique, on en parlera également tout à l'heure. On est le premier consultant en IA en France de NVIDIA. Euh, et on a du coup à ce titre la possibilité de proposer pas mal de choses techniques à nos clients sur ces solutions-là. Donc voilà, donc voilà pour nos visions. Est-ce qu'il y a déjà des questions, Nelly, dans le chat sur cette présentation? Non, pas de question à ce stade. Ok, très bien. Je vais juste fermer rapidement la fenêtre parce qu'il y a du bruit derrière. Voilà. Du coup, je vais vous présenter maintenant rapidement ce que c'est l'intelligence artificielle en 2021. Si vous vous posez la question à l'extérieur, même dans la rue, à des passants, et que vous leur demandez un peu ce que c'est l'IA, vous allez sûrement être étonné de voir des personnes qui vous disent que ce sont des robots avec des choix autonomes, qui sont dotés d'une conscience, peut-être même qui seront capables de faire le travail que eux font actuellement. Euh, Tout ça, c'est bien tiré de la science-fiction et des a priori qu'on a de ce que c'est l'intelligence artificielle, mais beaucoup tiré des livres et des films. Aujourd'hui, l'IA, et si vous avez assisté à mon autre webinaire sur démystifiant l'intelligence artificielle, vous savez un peu plus que aujourd'hui, on est encore sur des solutions très simples, enfin simples, des solutions qui résolvent des problèmes bien définis. euh, et on n'est pas du tout sur une IA forte, générale, qui est capable de résoudre n'importe quel type de tâche. Aujourd'hui, une IA, vraiment, je vous ai donné ma définition, hein, c'est une technologie informatique qui est vraiment capable de résoudre des problèmes à forte complexité algorithmique, donc des problèmes complexes, mais par contre sur des tâches très bien définies et que les humains, la plupart du temps, en tout cas aujourd'hui, réalisent grâce à leurs fonctions cognitives. Donc les fonctions cognitives, c'est quoi? C'est tout ce qui est perception, visuelle, auditive, recherche d'informations, euh, et qu'on n'est pas capable de développer et de définir grâce à une formule mathématique ou grâce à un code informatique, mais qu'on est capable de représenter grâce à de la donnée, avec une grande quantité de données, et ensuite qu'on va essayer de mimer grâce à de l'apprentissage.
Et aujourd'hui, ça reste une brique, un rouage dans un rouage plus grand, informatique plus grand, un système d'information qui utilise des logiciels et dont l'intelligence artificielle en fait partie, et qui va définir dont l'objectif c'est de résoudre une tâche bien définie. Euh, et c'est pas un système qui va s'étendre et qui va prendre possession du système d'information et résoudre des tâches qu'on lui avait pas demandé de résoudre à la base. Donc on est encore vraiment sur des systèmes bien cloisonnés dont l'objectif est de résoudre des tâches bien définies et pour lesquelles il faut beaucoup d'exemples ou du moins des choses représentatives de ce problème à résoudre. Alors, l'IA aujourd'hui, elle se base sur trois piliers très importants. Il y a la partie algorithme, donc c'est tout ce qui est traitement de la donnée et traitement de l'information. On a la donnée, bien sûr, pour pouvoir apprendre et pour pouvoir représenter les problèmes. Et on a le matériel qui est là pour faire les calculs et, euh, et réaliser finalement les algorithmes et le traitement de ces données-là. Et en fait, au niveau consommation d'énergie et, euh, et on va dire ressources liées à l'intelligence artificielle, on a vraiment les trois piliers qui sont importants. Aussi bien les algorithmes qu'on va choisir. Vous verrez dans les exemples que je vais vous donner, il y a des algorithmes très simples qui consomment très peu et des algorithmes très 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 gourmands qui peuvent être énormes. Au niveau des données, on a la même chose. On peut avoir des problèmes en intelligence artificielle qui demandent des millions de données. D'autres, seulement avec quelques centaines de données, on peut arriver à des résultats. Puis au niveau matériel, de la même manière, si on n'optimise pas le matériel en fonction de la tâche qu'on veut réaliser, on peut très vite consommer beaucoup d'énergie pour rien. En intelligence artificielle, donc comme je le disais, il y a une technique qui est prépondérante, aujourd'hui en tout cas, qui est le machine learning, qui est l'apprentissage automatique en français, et qui se base donc sur une base de données qui est annotée par des utilisateurs. Vous devez dire à quoi sert votre base de données. Donc typiquement, dans un projet, on va prendre une courbe énergétique, par exemple, et on va dire, bah, cette courbe-là, euh, elle va être bonne ou cette courbe-là, elle va être mauvaise. On va prendre une image, par exemple, d'un objet. On va dire que cet objet-là représente telle et telle catégorie ou telle classe. On va prendre une telle ou telle donnée, on va dire, dans un fichier Excel, par exemple, et on va dire que telle donnée est normale ou telle donnée est anormale. Mais on a besoin d'annoter, ou du moins dans la plupart du temps, quand on fait de l'apprentissage supervisé par un humain, on est obligé d'annoter les données et dire ce qu'elles veulent dire. Une fois qu'on a cette base de données, donc ça prend pas mal de temps quand même de construire ce jeu de données, c'est pas mal de temps pour qualifier la donnée, savoir quelle qualité on a en termes de données, quelle quantité on a en termes de données, et en fonction de l'objectif qu'on veut atteindre et les performances qu'on veut atteindre, la base de données doit être plus ou moins grosse et plus ou moins de bonne qualité. On va utiliser du coup des algorithmes de machine learning qui vont apprendre sur ces données euh, à trouver automatiquement des paramètres. On va utiliser des modèles qui sont assez complexes et qui ont beaucoup de paramètres. Et le machine learning, en fait, va apprendre les algorithmes, en tout cas le paradigme de machine learning, c'est trouver automatiquement ces paramètres-là à partir des données. Et donc l'idée, c'est on va fournir une première donnée, on va regarder si le modèle prédit bien la, 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 la variable ou la notation qu'un humain a donnée sur cette donnée-là. Si c'est le cas, on laisse tel quel, et si c'est faux, on va corriger les paramètres pour moins se tromper sur cette donnée-là et ne pas se tromper sur les données précédentes. Et ainsi, on va pouvoir, en lui montrant beaucoup de données, apprendre un modèle qui sera capable, du coup, pour une nouvelle donnée, et pas forcément une donnée qu'il y avait dans le système, dans la base de données à la base, pouvoir prédire une solution et ainsi faire une prédiction. Là, j'ai écrit solution, mais on peut dire c'est l'étape d'inférence. On infère quelle est la solution à la donnée. Et l'idée, c'est de pouvoir généraliser, donc pouvoir prédire pour une donnée qui est similaire aux données qu'on avait dans notre base de données, qu'est-ce que le modèle aurait, quelle serait la notation ou quelle est la cible ou l'objectif qu'on veut atteindre. Et ainsi, on peut prédire des choses, on peut par exemple dire à quelle catégorie se trouve une donnée, quelle est la valeur numérique associée à une donnée, euh, ou dire si une donnée ressemble ou non à quelque chose dans la base de données.
Donc là, je vais vous montrer en 2 minutes un exemple sur du machine learning. Euh, il faut juste que je coupe. Et donc, je vais vous montrer en 2 minutes comment apprend un système de machine learning. Donc là, vous voyez deux classes. La classe numéro 1 que je vais appeler Lucas. Et je vais utiliser ma webcam. C'est pour ça qu'il fallait que je désactive ma webcam le temps que je trouve le bouton. C'est bon. Alors, donc, je disais, donc, je vais utiliser ma webcam pour enregistrer quelques images de ma tête, comme cela. Donc là, vous voyez sur la droite la base de données d'images. Et ensuite, je vais me retirer comme cela et enregistrer quelques images de fond. Donc là, j'ai créé ma base de données d'exemples avec la classe numéro 1 Lucas et la classe numéro 2 que j'ai laissé, bon, classe 2 on va dire. Et je lance l'entraînement. Donc là, maintenant, le modèle qui est un modèle assez simple là, pour cet exemple-là, va essayer de trouver ces paramètres qui permettent de différencier au mieux les images de la première classe des images de la deuxième classe. Et donc là, vous voyez, en temps réel, on peut voir donc, ma vidéo, ma tête, et donc là, il me prédit moi, avec une certaine probabilité. Quand je m'enlève, il prédit la classe numéro 2. Donc vous voyez, maintenant, en temps réel, il est capable de pouvoir prédire quelle est la classe associée en regardant, du coup, en utilisant son modèle. Et le modèle est utilisé sur chaque image pour prédire est-ce que ça ressemble plus aux images de la première base de données ou est-ce que ça ressemble plus aux images de la deuxième base de données. Donc là, vous voyez, je vous ai fait un exemple très simple avec, avec ma tête et le fond. Bien sûr, il faudrait, pour pouvoir généraliser et pouvoir reconnaître ma tête, il faudrait plus d'exemples, peut-être des cheveux de couleurs différentes, moi sans la moustache ou avec des lunettes, avec d'autres habits. Et pareil, vous voyez, si je mets ma main devant, il ne sait pas trop quoi dire parce que ce n'est pas des choses qu'il a vues dans sa base de données. Donc, pour pouvoir généraliser, il faut quand même des données qui soient plus représentatives de ce qu'on veut adresser. Mais voilà, rapidement, si je veux pouvoir savoir si je suis devant ma caméra ou non, ici dans cette salle, très rapidement, on a déjà un modèle entraîné là-dessus. Est-ce que vous revoyez bien mon écran du coup? Ouais, c'est bon? Oui, Ok, parfait. Donc ça, c'est le machine learning et ça vous montre un peu les différentes étapes d'apprentissage et d'inférence qui sont importantes aujourd'hui, en tout cas dans la plupart des modèles en intelligence artificielle. Et vous verrez dans ma présentation aujourd'hui, je vais pas mal m'attarder sur ces deux sujets parce que en termes de préjugés et idées reçues, il y a pas mal de choses, il y a pas mal d'amalgame en fait, on va dire, entre ces deux aspects-là. Et je vais en parler tout de suite. Déjà, si vous faites un peu des recherches sur Internet, vous tomberez assez vite sur des informations sur l'impact sur l'environnement et l'impact énergétique du numérique euh, global. Aujourd'hui, en 2021, je vous invite à lire la face cachée du numérique, qui est très bien fait, qui est un document fait par l'ADEME, qui est sorti là en janvier 2021. Vous aurez le lien quand je vous enverrai les slides, et qui explique de manière très vulgarisée et très accessible le- l'enjeu et l'impact du numérique aujourd'hui sur l'environnement. Je vous ai sorti quelques chiffres. Aujourd'hui, le numérique au global, donc ça comprend les équipements, les centres de données, les réseaux de télécommunications également. Pour qu'une information transite dans le réseau, il faut des câbles et il faut de l'énergie. Tout ça, c'est responsable de 4% des gaz à effet de serre aujourd'hui. Et c'est pas prêt de s'arrêter, ça continue de grandir. On a à peu près 30% qui est responsable, qui est dû aux équipements, en fait, les ordinateurs, les téléphones, les objets connectés, les imprimantes, les tablettes, etc. Et on a 30% qui sont plutôt dus au centre de données et au centre de calcul, qui permettent de faire tourner tous les services et tout le réseau finalement de logiciels et de télécommunications qu'on a. Et ensuite, on a le réseau en tant que tel pour faire voyager la donnée dans le réseau. Euh, je vous ai sorti quelques chiffres un peu pour vous montrer l'ordre de grandeur, mais on a 10 milliards de mails qui sont échangés aujourd'hui en une heure, c'est énorme. On a 15 000 kilomètres, qui est la distance moyenne parcourue par une donnée. Donc, si vous envoyez un mail, par exemple, ou si vous allez faire une recherche sur Internet en moyenne, il y a beaucoup, beaucoup de kilomètres qui sont parcourus pour vous donner accès à l'information. On passe entre 5 et 10 heures chaque semaine à regarder du streaming, des vidéos, euh, de la musique également. Et chez les jeunes, c'est jusqu'à 14 heures en moyenne.
On a pas mal de matières premières qui sont utilisées pour construire l'ensemble des ordinateurs et des équipements. Je vous donner un exemple. Pour un ordinateur de 2 kilos, on a besoin de 600 kg de matières premières. Donc tout ça, c'est aussi des choses qui polluent. On a aussi les personnes qui, en Europe en tout cas et dans le monde, qui ont de plus en plus d'équipements. Aujourd'hui, on estime à environ 9 équipements par personne en Europe occidentale et ça continue de grandir. Je me rappelle que mon directeur de recherche à l'INRIA, en 2012, il me disait qu'on qu'on aurait de plus en plus d'équipements et qu'on en aurait voilà, plus d'une cinquantaine, selon lui, dans quelques années. Il ne savait pas trop me dire quand, mais on était tous là à lui dire, mais non, c'est pas possible, on a un téléphone et c'est tout. Et effectivement, ça a beaucoup progressé depuis. Donc on est de plus en plus équipés. Et à côté de ça, il y a aussi des objets connectés, beaucoup d'objets connectés dans le monde, 20 milliards aujourd'hui en estimation en 2019 et plus de 50 en 2025. On a construit beaucoup de téléphones portables, plus de 10 milliards depuis 2007, et puis les gens jettent leur téléphone avant qu'ils soient complètement obsolètes. Donc il y a une obsolescence finalement qui est comment dire, les gens renouvellent leur matériel informatique euh, rapidement et un peu trop rapidement, notamment sur les nouvelles technologies. Et on a beaucoup de serveurs aussi et beaucoup d'équipements en réseau. Là, je vous ai mis quelques chiffres, 67 millions de serveurs dans le monde et 1 milliard d'équipements en réseau, box, routeurs, etc. Donc tout ça, ça a un impact réel sur le numérique. Mais la question aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle par rapport à tout ça. Quel impact ça a et quel changement est-ce que ça implique? Euh, donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'IA est gourmande en ressources de calcul pour commencer et en ressources tout court, parce qu'il y a aussi la mémoire. Aujourd'hui, si je vous donnais le plus gros réseau du monde, le plus gros réseau de neurones du monde, c'est GPT-3, dont l'objectif c'est de faire des tâches de traitement de la langue. Il est sorti là, il y a vraiment il y a pas longtemps, il y a quelques mois. Il a 175 milliards de paramètres. Il fait plusieurs gigas de taille. Et si on devait l'entraîner sur une carte graphique un peu puissante, une V100, une Tesla V100, ça prendrait 355 ans. Alors, on n'a pas mis 355 ans à entraîner GPT-3 à lire des documents et à faire toutes les tâches qu'il peut faire. On a parallélisé forcément le calcul sur beaucoup de cartes graphiques. Mais c'est juste pour vous montrer un peu le plus gros réseau aujourd'hui du monde. Mais aujourd'hui, concrètement, l'intelligence artificielle, ce qu'on fait nous à nos visions tous les jours, où la plupart des projets, on va dire en moyenne, n'utilisent pas des réseaux aussi gros et ne cherchent pas à résoudre des tâches aussi complexes. On est plutôt sur des réseaux, en tout cas dans l'état de l'art aujourd'hui, qui sont sur plusieurs millions de paramètres avec des entraînements qui durent que quelques dizaines d'heures en fait. Donc on est vraiment pas sur... euh, même le réseau GPT-3 aujourd'hui, il ne tient pas sur un ordinateur traditionnel, classique. Il a besoin de beaucoup de RAM et beaucoup de mémoire pour pouvoir être tourné. Mais la plupart des modèles aujourd'hui des intelligences artificielles classiques tournent sur un ordinateur traditionnel. Et donc il faut bien différencier aujourd'hui l'apprentissage de l'inférence. C'est deux choses vraiment différentes. C'est les deux choses que je vous ai montrées tout à l'heure. La phase d'apprentissage où on apprend sur les données. Aujourd'hui, en termes de calcul, elle demande plusieurs dizaines d'heures, mais on le fait qu'une seule fois dans un projet. Une fois qu'on a les bonnes performances, on passe au déploiement de la solution d'intelligence artificielle. Et là, on a une solution qui va prendre moins d'une seconde, mais qui va être utilisée plein de fois, comme un logiciel finalement qui sera déployé. Et donc à chaque utilisation, elle durera moins d'une seconde. Donc tout le temps finalement et l'énergie qui est utilisée pour apprendre une intelligence artificielle, une fois qu'elle est optimisée et qu'elle est entraînée, l'IA, elle est ultra optimale en termes de ressources et de puissance de calcul nécessaires. Il y a le stockage aussi qu'il faut prendre en compte. Sur l'apprentissage, on a besoin de plusieurs gigaoctets de données. L'ensemble des bases de données annotées, finalement, qui ont permis à apprendre le modèle. Et une fois que le modèle est entraîné et qu'il est optimisé et déployé, là, on n'a plus que quelques mégaoctets, finalement, qui sont les paramètres du modèle. Après, si on veut faire évoluer l'intelligence artificielle et qu'on veut rajouter une nouvelle classe, rajouter des nouvelles tâches à résoudre, effectivement, on aura besoin de reprendre la base de données, de la compléter par de nouvelles données. Donc souvent, ce qui va rester, ça va être la, la base de données à stocker derrière.
Euh, mais en termes d'apprentissage, on a pourquoi est-ce qu'on est assez optimal aujourd'hui en termes d'apprentissage? C'est qu'on n'a plus besoin d'apprendre l'ensemble du réseau de neurones comme avant. Avant, vous voyez là, si je veux reconnaître le chat sur cette image, on fait passer le chat dans un réseau de neurones et en fait, il y a plusieurs niveaux d'informations qui sont extraites. Les premières couches du réseau de neurones vont extraire des informations assez bas niveau. Est-ce qu'il y a des angles? Est-ce qu'il y a des bords à certains endroits? Ensuite, à des niveaux plus élevés, on va avoir des formes qui vont s'activer, des arrondis, là vous voyez des formes un peu plus complexes. Et quand on en remonte sur les features ou les descriptions à très haut niveau, ils vont s'activer des formes très plus complexes. Vous voyez des maillages et des choses comme ça qui vont apparaître. Et donc le fait que ça se soit par niveau comme cela dans un réseau de neurones, c'est très intéressant parce que ça permet en fait d'apprendre la tâche de traitement du signal d'extraction d'informations sur des grandes quantités de données, qui ne sont pas forcément des données spécialisées sur nos données à nous, sur la tâche qu'on veut faire, et d'avoir en fait les premières couches du réseau qui sont finalement un peu génériques et qu'on va pouvoir réutiliser. Ça s'appelle le transfer learning, et donc avant, on apprenait from scratch l'ensemble du réseau de neurones, et ça prenait vraiment, vraiment très, très longtemps. Donc beaucoup de puissance de calcul et beaucoup de données aussi pour pouvoir entraîner ça. Donc là, on parle de millions de données et de jours et de semaines de calcul pour reconnaître un chat, alors que maintenant, avec le transfer learning et des réseaux de neurones qui sont pré-entraînés et qui sont disponibles en open source, vous pouvez du coup utiliser cette base pré-entraînée sur ImageNet, par exemple, qui est la plus grande base de données d'images aujourd'hui disponible en libre, et entraîner derrière uniquement les dernières couches du réseau de neurones sur votre cas spécifique à vous. Donc si vous voulez par exemple reconnaître des images, eh ben, vous allez seulement avoir euh, besoin d'une centaine de photos de chaque catégorie, par exemple des chiens et des chats, et ça suffira pour pouvoir différencier un chien d'un chat. Et donc beaucoup, ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup moins de données, moins de stockage et beaucoup moins d'entraînement et donc de puissance de calcul. Et donc la création d'une intelligence artificielle, l'apprentissage d'une intelligence artificielle depuis quelques années maintenant, est beaucoup plus efficace en énergie et beaucoup plus rapide. Et c'est pas tout parce qu'il y a des nouvelles méthodes qui voient le jour constamment d'intelligence artificielle, c'est dont je vous parlais au début. Il y a par exemple, depuis quelques années, des chercheurs s'intéressent à tout ce qu'on appelle few-shot learning. Donc ça veut dire quoi? On a une première base de données qui est assez importante, par exemple pour différencier les différents types d'objets qui nous permettent d'entraîner un réseau. Et ensuite, l'idée, c'est de rajouter certaines nouvelles classes avec quelques exemples. On parle de 1 à 5 exemples, mais qui doivent être bien choisis tout de même, bien représentatifs, pour pouvoir généraliser l'intelligence artificielle à cette nouvelle classe. Et sans forcément avoir besoin de faire du réapprentissage, ou du moins en limitant au maximum la puissance de calcul nécessaire pour, euh, pour généraliser. Et donc ça permet de très rapidement rajouter des nouvelles classes sans avoir à avoir une puissance de calcul importante et une base de données énorme non plus. Donc ça évolue assez vite et donc aussi bien en termes de puissance de calcul nécessaire qu'en termes de mémoire nécessaire pour pouvoir faire de l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'optimiser et qui sont beaucoup moins gourmandes du coup que les idées reçues qu'on a aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. Ça, c'est pour l'apprentissage et ensuite pour l'inférence. Donc, c'est une fois que l'IA est déployée, on a également besoin d'avoir des choses efficaces, notamment quand on veut du temps réel, qu'on veut que l'IA puisse faire la prédiction rapidement, ou alors simplement quand on a une limite euh, de l'efficacité, on a des limites en termes de puissance de calcul ou de mémoire, on a besoin d'optimiser l'inférence. Et donc, il y a un peu une idée reçue par rapport à l'IA, c'est que elle va être plus gourmande parce que c'est un énorme réseau qui est utilisé qu'un algorithme traditionnel, mais c'est pas forcément le cas parce que pour avoir des mêmes performances à l'état de l'art, des performances optimales, souvent, bah déjà un réseau de neurones fait mieux qu'un algorithme traditionnel, mais si on a un réseau un algorithme qui a les mêmes performances, souvent le réseau de neurones va être plus efficace et plus rapide. Il a effectivement plein de paramètres qui vont qui seront moins importants que d'autres paramètres. On peut aussi les réduire, ceux-là. Mais globalement, il va être plus rapide, plus efficace, il va tourner plus vite. En traitement d'image, par exemple, souvent un réseau de neurones pour la même tâche va être beaucoup plus efficace
au niveau énergie, au niveau temps de calcul qu'un algorithme traditionnel. Ensuite, même si on peut faire tourner ces réseaux de neurones sur des calculateurs traditionnels, des CPU, des processeurs classiques, d'un ordinateur classique, les algorithmes sont grandement accélérés aujourd'hui par des nouvelles générations de processeurs, je vais en parler tout à l'heure, qui eux sont optimisés pour faire les calculs d'intelligence artificielle. Donc ces processeurs-là savent a priori quelles sont les typologies de calcul que doit faire une IA, typiquement des convolutions, typiquement des calculs qui vont être répétés plein de fois, mais en grand nombre. Et donc, plutôt que d'utiliser des processeurs classiques qui n'ont pas d'a priori sur ces calculs-là, on va construire des processeurs qui ont déjà en fait, c'est des accélérateurs pour l'intelligence artificielle, et ça permet de grandement réduire en consommation d'énergie l'inférence. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les algos vont plus vite, ils consomment moins, ils sont moins énergivores globalement quand ils tournent sur des puces ou des processeurs qui sont optimisés pour la tâche qu'on leur donne. Et de manière générale, il ne faut pas négliger l'optimisation algorithmique. Moi, j'ai vu pas mal de projets à Neovision où en faisant un effort sur l'optimisation, on peut vite diviser par 10, par 100, voire par 1000 parfois pour les projets les plus impressionnants. Certains algorithmes, je ne parle pas forcément de réseau de neurones, mais je parle de manière générale en algorithmie, euh, il ne faut pas se contenter finalement des performances et des premiers résultats qu'on obtient, mais une fois qu'on a obtenu les résultats, c'est aussi notre devoir d'optimiser les choses pour que les algorithmes consomment moins d'énergie, qu'ils soient moins énergivores et qu'ils soient plus optimales en termes de gestion et de leurs ressources. Et donc, la plupart du temps, nous, on va optimiser les choses pour que ça soit plus efficace, et ça a des gains en termes de coûts, en termes de coûts de calcul et en termes de coûts de mémoire. J'ai cru voir une question passer, Nelly. Non, c'était la mienne où je demandais s'ils Ouais, avaient des questions. très bien. Ah si, alors si, pardon. Alors tu vois, ça a peut-être été plus réactif de ton côté. Il y a une question effectivement de Laurent. A-t-on des ordres de grandeur de consommation énergétique issus de la mise en œuvre d'une IA afin de déterminer en amont la pertinence de l'utiliser au profit de l'efficacité énergétique d'une installation industrielle? Alors oui, on peut faire ce type de choses de deux manières. De manière théorique, on peut faire les calculs, c'est-à-dire qu'on peut savoir, en fonction du réseau de neurones qui va être décidé, designé, choisi, on peut prédire quelle est la taille finalement du réseau et donc de la puissance de calcul qui sera nécessaire. Et on peut faire des optimisations ensuite en se disant, bah, il faudrait que le réseau soit plus petit. J'accepte de perdre tant de performance, 1 ou 2% par exemple, mais au bénéfice du coup de la vitesse de calcul ou de la mémoire. Et donc ça peut se faire de manière théorique en amont, en fonction parce qu'on connaît a priori quel serait le nombre de calculs, le nombre de multiplications, d'additions et de fonctions qui sont utilisées dans une IA. Ça, c'est connu a priori. Et donc, on peut a priori donner des estimations euh, de puissance de calcul. Et ensuite, on peut le faire a posteriori aussi, c'est-à-dire qu'on peut faire des mesures précises avec des logiciels qui vont mesurer en fait l'utilisation d'un algorithme et savoir en fait quelle est sa consommation en nombre d'opérations, par exemple, savoir que la fonction racine carrée, par exemple, a été appelée tant de fois, et donc se rendre compte qu'elle est très, très gourmande, par exemple, ou exponentielle, je prends l'exponentielle plutôt, n'importe quelle fonction mathématique, et donc se dire, OK, si je peux changer cette fonction par une autre, mathématique plus simple, peut-être que je ne perdrai pas tant en performance, mais je gagnerai beaucoup en nombre de calculs réalisés. Un peu les deux manières de faire. Et donc, je parlais des processeurs aujourd'hui qui sont optimisés pour l'intelligence artificielle. Donc, forcément, bah, il y a les cartes graphiques. Là, je vous ai mis un exemple de la GeForce. Les cartes graphiques ont fait pas mal évoluer l'intelligence artificielle ces dernières années. Notamment, ils ont permis, parce qu'elles permettent un calcul en parallèle, d'apprendre beaucoup plus vite des modèles de machine learning. Et donc, dans les années 2012 environ,
il y a une grande montée en puissance de l'utilisation des cartes graphiques pour l'apprentissage des modèles de réseau de neurones. Et pour deux raisons, en fait. Principalement pour le calcul en double précision, le nombre de flops, en fait, ou de gigaflops qui sont permises par les cartes graphiques, qui sont beaucoup plus importantes que les CPU traditionnels. Ça permet en fait de faire les calculs et donc d'apprendre à un réseau de neurones. Et la deuxième chose, c'est la bande passante, le transfert d'informations de la mémoire quand on apprend un modèle. En fait, quand on apprend un modèle, je vous les ai dit tout à l'heure, il faut montrer plein d'exemples. Et montrer ces exemples-là et modifier du coup les paramètres, ça nécessite de faire beaucoup de transferts de données. Et les cartes graphiques aujourd'hui sont optimisées pour pouvoir lire les données rapidement en fait. Et cette lecture rapide, ça permet du coup d'accélérer grandement l'apprentissage. Les cartes graphiques sont aussi maintenant optimisées pour l'inférence. Et j'en parlerai un peu plus tout à l'heure. Mais à côté de ça, il y a aussi d'autres processeurs spécifiques qui sont apparus globalement. Donc, si vous regardez votre téléphone ou n'importe quel device aujourd'hui qui a un peu de puissance de calcul, ils intègrent de plus en plus des accélérateurs, des puces spécifiques pour les réseaux de neurones. Parce qu'en fait, les réseaux de neurones, c'est des opérations qui sont très simples, qui sont massivement parallélisables et qui fonctionnent avec peu de précision, c'est-à-dire avec des nombres qui sont pas forcément très complexes. J'en parlerai un peu tout à l'heure. Et donc ça, c'est très facile à... C'est pas que c'est très facile, mais c'est ces modèles-là sont très adaptés en fait à avoir des accélérateurs dédiés, matériel dédié pour ça. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en un tour de cycle, on va avoir des choses qui vont calculer en fait finalement une convolution par exemple, là où des processeurs traditionnels vont en prendre beaucoup. Et donc vous voyez maintenant apparaître dans les téléphones des accélérations matérielles pour l'intelligence artificielle, donc pour tout ce qui est traitement d'image sur le smartphone ou déblocage du téléphone avec l'empreinte digitale ou alors ou traitement des données du gyroscope et de l'accéléro, toutes ces informations-là. Et il y a de plus en plus aussi sur le téléphone des capteurs du type profondeur, capteur de profondeur. Toutes ces informations-là qui ont besoin d'être traitées en local et qui peuvent difficilement être envoyées sur un cloud pour être traitées, bénéficient de cette accélération matérielle et permettent en fait des applications en local qui n'étaient pas possibles avant et de manière optimisée en termes de ressources de calcul. Parce qu'avant, pour faire de la reconnaissance faciale sur un téléphone, typiquement pour de la photo, ça chauffait pas mal sur le téléphone. Il fallait scanner toute l'image et faire des analyses assez importantes. Aujourd'hui, avec un réseau de neurones, on peut directement trouver les visages et du coup faire de l'autofocus, par exemple, sur une prise de photo. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Vous avez aussi des matériels, des processeurs comme Movidius ou d'autres qui ont aussi vu le jour, qui sont pas pour des cibles plus petites, pour des microprocesseurs, et qui proposent un peu le même type d'accélération, et qui permettent pour des micros de faire des traitements en embarqué de données en intelligence artificielle. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de la précision. Ce qui est important, c'est que il faut concevoir en fait des réseaux de neurones qui soient optimisés pour, euh, euh, pour la tâche qu'on veut faire. C'est-à-dire qu'on peut prendre un réseau par défaut et l'entraîner sur nos données, mais quand on connaît la tâche à réaliser et les performances qu'on veut atteindre, et qu'on a l'expertise pour concevoir correctement le réseau, on peut en fait optimiser et concevoir vraiment le réseau à façon et faire en sorte qu'il soit ultra optimal en termes de ressources de calcul et en termes de ressources enfin, en termes de calcul de manière générale. Et un des exemples typiques d'optimisation qu'on peut faire pour un réseau, c'est la quantisation. Alors la quantisation, c'est quoi? C'est remplacer en gros les virgules, les nombres à virgule flottante. Là, vous voyez un exemple en bas à droite. Un nombre à virgule flottante, par exemple 1,3254. Bah, il y a une mantis, et il y a un exposant, il y a un signe aussi. Et ça, c'est la représentation qu'on a dans des nombres flottants aujourd'hui dans un ordinateur en 32 bits. Et le problème, c'est que c'est quelque chose qui manipuler des nombres flottants à virgule flottante, c'est très compliqué, ou du moins c'est coûteux en termes de calcul parce que on ne sait pas a priori quelles sont les opérations qu'on peut faire dessus. On peut faire tout type d'opérations.
Et donc, au niveau matériel, c'est assez coûteux. Et donc, une des choses qui est beaucoup moins coûteuse, c'est de manipuler des entiers. Et donc, la quantisation, ça consiste à remplacer ces nombres par des entiers et de remplacer finalement les opérations classiques de ces nombres-là par des opérations sur les entiers. Ça réduit grandement la mémoire nécessaire. Ça réduit aussi parce qu'au lieu d'utiliser des nombres sur 32 bits, on utilise des nombres sur 8 bits, donc c'est beaucoup plus petit. Et ça réduit grandement aussi le coût en calcul qui est nécessaire pour faire tout ça. Et ça permet derrière de faire des accélérations matérielles sur des entiers, qui est beaucoup plus accessible en, au niveau matériel que sur des nombres flottants. Et si on a deux façons de le faire, soit on peut prendre un réseau qui existe déjà et le quantiser, mais on perd beaucoup en performance. Ça revient à rajouter de l'aliasing globalement, enfin à simplifier globalement l'information. Et pour les gros réseaux, ça ne marche pas du tout. Mais ce qui marche bien, c'est de le concevoir dès l'apprentissage. Donc dès le moment où on apprend à un réseau de neurones ses paramètres, on le force à avoir des paramètres en entier. Et donc il trouve lui-même les meilleures valeurs entières qui maximisent finalement les performances de la tâche qu'il doit faire. Et ainsi, on peut avoir des réseaux qui sont bien efficaces sans avoir de perte de performance, ou du moins très peu de perte de performance. Et ensuite, il existe également des logiciels qui permettent d'optimiser les réseaux en fonction de la cible. Donc en fonction de où est-ce qu'on se trouve, si on se trouve plutôt sur un ordinateur, un PC industriel, ou sur le cloud, on va plutôt utiliser des outils qui vont optimiser sur carte graphique. Là, je vous ai donné un exemple du Tensor RT, qui est l'outil de NVIDIA, par exemple, et qui va prendre un réseau et l'optimiser en fonction de sa cible. De la même manière, vous pouvez avoir des choses sur votre téléphone mobile. Il y a TensorFlow Lite, par exemple, Lite, pardon, qui permet de faire ça. Et ensuite, on a des choses aussi pour microcontrôleurs, microprocesseurs, comme STM32 Cube AI, qui est la solution logicielle de ST qui permet d'optimiser un réseau de la même manière par rapport à leurs produits. Et donc, depuis quelques années, il y a beaucoup d'acteurs matériels qui ont développé leur suite logicielle pour permettre à des experts comme Neovision, par exemple, d'optimiser les réseaux par rapport à la cible. Et donc, de permettre aux programmeurs de s'abstraire finalement un peu du matériel sur lequel il va travailler. Et donc, ces optimisations sont assez importantes et permettent de grandement gagner en consommation et en puissance de calcul nécessaire. Voilà un peu pour les préjugés des reçus et tout ce qui est optimisation énergétique et d'efficacité de l'IA aujourd'hui. Euh, S'il n'y a pas de questions, je vais passer un peu aux applications dans le domaine énergétique et environnemental pour donner la main enfin à notre client pour un retour d'expérience sur le tri de déchets. Est-ce qu'il y a une question dans le chat? Non, il n'y a pas de questions. N'hésitez pas à prendre la Très parole, bien. nous poser vos questions. Ok, alors des applications dans le domaine énergétique. Alors, il y a Google qui a réduit de 40% sa facture de refroidissement de ses centres de données. En juillet 2016, ça a été annoncé, donc c'est grâce à la société DeepMind, qui est l'équivalent de Neovision en Angleterre, qui est une très grosse société d'experts en intelligence artificielle, qui attaque pas mal de sujets différents, qui a été racheté par Google et qui propose en fait des solutions d'intelligence artificielle. Et là, en fait, l'idée, c'était, ils ont équipé leur data center de pas mal de capteurs de température, de pression, de euh, consommation d'énergie. Et l'idée, c'est que une des ressources les plus importantes dans un centre de données, c'est le refroidissement. C'est l'énergie nécessaire pour refroidir le data center. Et donc, ils ont utilisé l'ensemble des données sur plusieurs années pour pouvoir en fait un peu prédire la- la- les conditions en fait de consommation et donc prédire à quel moment, à quel endroit il fallait refroidir et donc associer les bonnes ressources de refroidissement au bon moment et donc être plus efficace dans le refroidissement de leur serveur. Et donc en prédisant au mieux ces choses-là, ils sont arrivés jusqu'à 40% d'optimisation sur la facture d'énergie.
De manière générale, dans le smart building, on dit qu'il y a 40% d'énergie qui est gaspillée au global, que ce soit la température des pièces ou des bâtiments qui n'est pas adapté aux utilisateurs, ou l'énergie de manière générale des machines qui sont pas optimisées. Là, c'est un bon exemple d'optimisation grâce à l'intelligence artificielle. Un autre exemple, c'est la prédiction de pics de consommation pour promouvoir l'effacement. Il y a pas mal de choses qui existent au niveau effacement énergétique. Alors déjà, qu'est-ce que c'est l'effacement énergétique? C'est utiliser l'énergie au moment où elle est le moins chère, où elle est du coup disponible en plus grande quantité. Et il y a un exemple flagrant, souvent en innovation, euh, en Chine. En innovation, souvent, on a l'impression que certaines choses peuvent amener des gains, mais on a des coûts indirects qu'on n'imagine pas. Là, c'est l'exemple que je voulais vous donner de la Chine qui avait pas mal fait la promotion de la voiture électrique pour essayer d'endiguer les problèmes de pollution chez eux. Et donc donner pas mal de réductions et de, de crédits pour que les consommateurs chinois achètent des voitures électriques. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a beaucoup de voitures électriques et que les gens les rechargent tous, toutes au même moment, ben, finalement, ça fait un pic de consommation d'énergie beaucoup plus important. Euh, et quand c'est pas optimisé, effectivement, bah, ça fait qu'on a des variations importantes de consommation d'énergie. Et en plus, quand on est dans un pays où où l'énergie est essentiellement due à des centrales à charbon, bah, finalement, ça pollue indirectement euh, le pays. Et donc, l'idée, de manière générale, c'est de pouvoir faire de l'effacement, donc consommer l'énergie au bon moment. Et donc là, il y a beaucoup d'industriels qui travaillent sur le sujet. Et on avait accompagné une structure qui proposait justement de l'optimisation d'énergie à ce niveau-là. Et donc l'idée, c'était de pouvoir activer les ressources industrielles de l'industriel, pardon, au moment où l'énergie est le moins cher et le plus rentable. Ça permet en fait à l'industriel d'optimiser de rationaliser ses coûts en termes d'énergie. Par exemple, des machines qui n'ont pas forcément besoin de tourner tout le temps, toute la journée, ou tourner seulement à un certain moment de la journée. On pourrait les activer pile au moment où l'énergie est disponible en plus grande quantité. Euh, ou alors une salle froide, par exemple, qui peut être refroidie un peu à n'importe quel moment et qui a une plage de température acceptable, ben, on peut la faire redescendre à une température plus basse quand l'énergie est moins chère et donc optimiser finalement la consommation d'énergie et au global, du coup, la consommation d'énergie et lisser la consommation d'énergie sur le parc électrique. Alors, dans le domaine de l'énergie, pardon, je voulais vous parler de cet exemple-là. C'est un projet qu'on a fait donc avec Schneider Electric sur la reconnaissance de disjoncteurs. Là, vous allez voir si ça veut bien se lancer. Voilà. Un exemple d'une application qu'on a développée avec eux. Donc, l'idée, c'est quoi? Vous avez des disjoncteurs devant vous. Vous êtes un opérateur de maintenance et vous ne savez pas quels sont les disjoncteurs ou du moins vous devez chercher dans un catalogue le disjoncteur associé pour trouver l'opération de maintenance et faire vos opérations de maintenance. Donc l'idée, c'est d'aider l'opérateur avec une solution de réalité augmentée, pouvoir filmer les produits qui se trouvent devant lui et ainsi les détecter, les reconnaître et lui retourner du coup les bonnes informations pour qu'il puisse faire sa maintenance électrique. Et donc sur les produits de ce type-là, il y a reconnaître quel est le produit. Quand on se trouve devant, on arrive à détecter qu'il y a un objet qui se trouve devant nous, un breaker, là, en l'occurrence un disjoncteur. Et en fait, ensuite, on vient se rapprocher du produit électrique pour lire les informations, les caractéristiques qui se trouvent sur le produit. Donc là, vous voyez, on a trois produits qui ont été reconnus. Et si on se balade dans la pièce, on va pouvoir reconnaître détecter d'autres produits et venir reconnaître les informations associées et ainsi pouvoir
aider l'opérateur à lister les produits qui se trouvent dans la pièce et lui ressortir les bonnes informations. Et donc tout ça, ça tourne en live sur le téléphone avec l'accélérateur matériel dont je vous ai parlé tout à l'heure, plus les logiciels qui permettent d'optimiser les réseaux sur smartphone. Et de notre côté, on a conçu les algorithmes pour être optimal également sur mobile, pour que ça tourne, vous avez vu, ça tourne de manière fluide et instantanée, euh, avec derrière toutes les informations qui sont retournées à l'opérateur. Alors le chauffe-eau intelligent, c'est un autre projet qu'on a mené avec Schneider Electric également. Et donc l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir proposer à un utilisateur, quelqu'un qui a un panneau photovoltaïque chez lui, d'activer automatiquement son chauffe-eau au meilleur moment dans la journée pour maximiser l'autoconsommation de son panneau photovoltaïque, optimiser forcément sa facture, mais ce n'est pas forcément le gain principal qu'on cherche à optimiser, mais essentiellement maximiser son autoconsommation, donc il consomme son énergie à lui plutôt que l'énergie du réseau. Et pour cela, on va prédire la production de panneaux photovoltaïques de la journée qui va venir, en fonction de la météo et en fonction des prédictions météo. On va calculer du coup la consommation du foyer et prédire la consommation euh, typique du foyer, et ainsi choisir quel est le meilleur moment pour activer le boiler, le chauffe-eau, en assurant du coup que la maison est toujours de l'eau chaude. Et donc potentiellement, on peut, si les utilisateurs consomment beaucoup d'eau chaude le matin parce qu'ils prennent beaucoup leur douche le matin, ben on va plutôt privilégier la chauffe le matin. Et si par contre c'est plutôt le soir, et ben, en fonction de la production photovoltaïque, on va plutôt privilégier le bon moment dans la journée. Il y a pas mal d'optimisations qui sont faites avec beaucoup de données et des données qui sont souvent locales, dues aux panneaux photovoltaïques, à son ensoleillement, à la localisation, à la localité des données météo notamment. Euh, et derrière, on a des perspectives pour travailler également sur la voiture électrique, et donc consommer au mieux l'énergie de la voiture électrique quand le panneau photovoltaïque produit son énergie au maximum, et ainsi optimiser la maison dans sa consommation d'énergie. Voilà, dans le bâtiment intelligent, on a également travaillé euh, également avec Schneider, mais aussi avec d'autres acteurs comme Earlings ou comme ST Microelectronics. Là, c'est un exemple qu'on a fait avec ST Microelectronics sur du comptage de personnes. C'est un optimisé et qui tourne sur STM32, donc sur un microprocesseur. Et donc l'idée, vous voyez là, vous avez une caméra très peu résolue en infrarouge, donc c'est une caméra 80 par 80 pixels de la société Ulysse, nouvellement l'INRED, qui permet en fait de détecter des formes humaines, mais sans pour autant pouvoir identifier les personnes. Donc ça permet des usages de détection tout en respectant la vie privée et de permettre derrière des applications de confort ou de sécurité comme le comptage de personnes, la détection dans des zones d'exclusion par exemple, détecter également l'activité, savoir si une personne est debout, assis ou couché. Et on a aussi travaillé sur la détection de problèmes, typiquement détecter qu'une personne tombe euh, pour des applications un peu plus dans le domaine de la cyberéconomie pour aider l'assistance aux personnes de manière générale. Donc, on peut détecter en analysant un peu le mouvement les chutes de personnes. Et donc ce type d'application, ce les contraintes qu'elles ont, c'est que ben, elles ont besoin d'être déployées de manière assez globale dans un bâtiment. Donc il faut beaucoup de caméras et beaucoup d'équipements. C'est compliqué de mettre des câbles de partout, ça coûte cher, et donc il faut que les solutions elles puissent tourner sur pile et qu'elles soient donc optimisées par rapport au matériel. Donc très peu de puissance de calcul possible et très peu de mémoire possible. Et ça tourne sur pile, donc il faut vraiment des solutions qui sont ultra optimisées euh, par rapport au traitement qui est donné. Euh, on a certaines applications qui demandent une très forte précision, comme de la sécurité.
Par contre, pour tout ce qui est confort, on n'a pas forcément besoin d'une grosse précision et on va plutôt être sur une moyenne du nombre de personnes. Si on se trompe une fois, c'est pas très grave pour adapter la température d'une pièce, par exemple. Et donc, avoir une caméra qui soit à basse résolution et la détection qui soit temps réel et optimisée par rapport au processeur qui se trouve derrière, ça permet d'envisager des solutions qui soient très faibles en consommation d'énergie et qui, derrière, elles, permettent de remonter des informations très pertinentes pour optimiser la consommation d'énergie du bâtiment. Et donc, au final, d'avoir des solutions qui soient positives en termes énergétiques. Voilà. Sur la partie énergie, j'en ai fini. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Sarah Tourneau, qui est responsable commerciale d'un hôtel à l'Alpe d'Huez, Ouais. réagissait quand tu as présenté le cas sur la consommation de l'énergie, qui demandait si les capteurs qui étaient utilisés sont les mêmes que ceux qui pilotent la température dans les habitations. Elle pense à la problématique de la gestion des températures dans les locaux des entreprises pour effectuer des réductions sur la consommation d'énergie, chauffage ou clim. Est-ce que les capteurs que j'ai présentés dans quel use case? Dans celui avec les data centers ou celui sur les derniers? Avant, celui d'avant sur... Sarah, n'hésite pas si tu veux préciser ta question à prendre la parole. Elle dit avec les data, le use case avec les data. Ah oui, donc celui avec les data centers de Google. Je ne sais pas quels sont les capteurs précisément qu'ils ont utilisés. Je pourrais vous envoyer l'article qui présente un peu le sujet, mais ils sont assez light dans leur présentation. Mais c'est des capteurs de pression, de température et d'énergie, de consommation d'énergie qu'ils utilisent. Je ne pense pas que ce soit les mêmes typologies de capteurs qui sont utilisés dans les bâtiments pour adapter, euh, pour adapter les clims en l'occurrence. Euh, c'est pas des simples capteurs de température euh, d'air. J'imagine que ça doit être. Euh, il doit y en avoir plus déjà et il doit y avoir d'autres capteurs également qui, qui, qui récupèrent la consommation d'énergie et la pression également dans le système de refroidissement. Et dans les bâtiments, aujourd'hui, il y a essentiellement des capteurs de température pour la climatisation, qui sont parfois très mal placés d'ailleurs, mais voilà. Et il y a encore peu finalement de capteurs qui monitorent un peu les consommations d'énergie et l'ensemble des flux finalement énergétiques du bâtiment. Euh, Peut-être dans les bâtiments futurs, mais dans les bâtiments en tout cas, le bâtiment en fait c'est un domaine qui évolue assez lentement et qui est assez peu, ou du moins qui a du mal à innover, parce qu'ils sont beaucoup sur l'optimisation des coûts. Mais on a de plus en plus de contraintes. Euh, on a beaucoup plus de plus en plus de contraintes qui sont mises sur les appels d'offres pour que les bâtiments, justement, proposent des solutions durables en prenant en compte l'aspect environnemental et énergétique. Donc, ils commencent quand même à essayer d'avoir des solutions qui font attention au niveau de l'énergie. Et ça passera de toute manière par la captation de la consommation d'énergie pour adapter les ressources. Est-ce qu'il y aura besoin de capteurs qui captent l'activité humaine dans tous les bâtiments pour le faire? Euh, Très précisément, je ne suis pas sûr, mais je pense qu'on devra de toute manière, à minima, savoir où sont les gens et ce qu'ils sont en train de faire pour ne pas chauffer une salle de réunion toute la journée quand elle n'est pas utilisée, par exemple. Voilà. Merci Lucas pour ces précisions. Je ne sais pas si tu vois le chat, Lucas, ou pas? Ouais, je vois passer les questions, mais j'ai pas le temps de les lire, du coup, si tu peux me les lire. D'accord, ok. Alors juste voilà, elle te partage qu'elle est très intéressée pour avoir l'article, si tu peux le retrouver, la référence. Et elle partage complètement ton opinion, entièrement d'accord. Voilà, le développement, c'est lent comme développement. Hmm. Euh, Il y avait une autre question, je crois. Laurent a une autre question, effectivement. Dans le cadre de la loi Elan, les entreprises vont devoir mettre en œuvre des plans d'action à long terme en vue de réduire la consommation d'énergie des bâtiments à usage tertiaire. Est-ce que les acteurs de l'IA tels que vous sont déjà à l'œuvre pour accompagner les entreprises dans cette démarche? Non, pas encore.
Et je suis très content qu'il y ait des lois comme ça qui passent, parce que ça fait on va avoir vraiment des innovations et des changements euh, à ce niveau-là. On n'a pas encore été sollicité sur le sujet. Et moi, ce que je pressens globalement, je pense qu'on va de plus en plus être challengé sur la consommation en CO2 des différentes solutions qu'on développe, pas que en intelligence artificielle, hein, de manière générale, et que du coup, j'espère en tout cas, que ça va faire bouger les plus gros pour imposer finalement à toute l'industrie de mesurer la consommation en énergie des différentes solutions, et du coup de choisir celle qui a un gain finalement, un vrai intérêt à choisir des solutions qui énergétiquement sont plus faibles que d'autres. Et ça passera forcément soit par une loi, soit par des taxes, soit par des grands donneurs d'ordre qui, dans leur prise de décision, finalement, mettent en avant cette partie environnementale, énergétique et environnementale. Mais Je aujourd'hui, me... pour répondre concrètement, non, on n'a pas encore été sollicité pour accompagner ces acteurs-là. Ok, ouais, justement, je me posais la question parce que c'est un décret qui est passé il y a un peu plus d'un an. Et en fait, les entreprises ont une échéance cette année, là, au mois de septembre, qui est de déclarer un état des lieux de la consommation énergétique de leurs bâtiments tertiaires. Et sur cette base-là, elles vont devoir mettre en œuvre des actions d'économie d'énergie et démontrer année après année une réduction de la consommation de leurs bâtiments. Et donc, on commence déjà à travailler sur le sujet puisqu'il faut faire cet état des lieux. Et voilà, ce qu'on s'imagine, c'est que à la fois, il va falloir travailler sur la partie hardware, entre guillemets, c'est-à-dire faire en sorte que concrètement nos bâtiments consomment moins, soient mieux isolés, peut-être mettre en œuvre un peu plus d'énergie renouvelable. Mais j'imagine que l'intelligence artificielle va être hyper stratégique quoi, dans cette démarche-là, parce que Oui, oui, je suis d'accord, ouais. L'IA, elle va travailler être ultra seulement sur le stratégique. hardware, ça risque d'être parfois compliqué selon la vétusté des bâtiments. Je suis d'accord, ça va être ultra stratégique dans tous les cas où des optimisations seront possibles en se basant sur les données notamment. Quand on peut évaluer les trajets, par exemple, d'objets dans la chaîne, la supply chain, pardon. Il y a beaucoup d'optimisations qui sont possibles à ce niveau-là. Et donc, il y a un enjeu bah, déjà monitorer ces informations-là, les avoir quelque part en base de données pour ensuite pouvoir voir les gains qui sont possibles en termes d'optimisation. Et là, l'IA aura un rôle central, en fait, pour cette partie optimisation. Mais il y a certains, et vous verrez dans les domaines environnementaux, j'ai quelques exemples en optimisation. Il y a encore des structures qui sont encore assez loin de même d'avoir dans leur base de données des choses propres sur, sur ces coûts-là. Donc il y a beaucoup de coûts cachés aujourd'hui, je Ouais, pense. sur le tertiaire, c'est pas forcément là où les entreprises. Enfin, moi, je prends mon entreprise comme exemple. Hein, c'est pas forcément sur le tertiaire qu'on investit en premier lieu en termes Mm. de matériel de monitoring, de mesurage. Et Oui, c'est vrai on part d'assez loin parfois. Il faut déjà mettre en œuvre pas mal de matériel pour déjà rien que se mesurer et savoir qu'est-ce qu'on consomme, quels sont les principaux consommateurs, ouais, avant de pouvoir commencer à travailler sur des optimisations. c'est ça. C'est pour ça un an pour faire un état des lieux, bon, ça me semble réaliste. Après, pour mettre en œuvre des optimisations et rentrer dans une démarche d'amélioration continue, ça prendra plusieurs années, je pense. Mais c'est très bien du coup que tout ça s'initie. Vous avez dit que ça s'appelle la loi Ah Elan, oui, c'est ça? c'est ça. On parle du décret tertiaire, c'est le décret du 20, non, ouais, du 10 avril 2020, là, qui est passé l'année dernière. D'accord. Et il y a donc on va devoir démontrer, de mémoire, je crois que c'est 10% de réduction de consommation tous les X années. Enfin, ça va s'étaler D'accord. sur plusieurs décennies, en fait. Donc, c'est Oui. vraiment une démarche de long terme.
Ok, bah je regarderai ça. Par rapport à votre activité, je pense qu'effectivement, c'est un enjeu, enfin, c'est une opportunité aussi de mettre, de développer l'IA sur Mm. ce domaine-là aussi. Mais je commence à avoir des clients qui m'en parlent, hein, là, je travaille avec un client dans le domaine de l'emballage isotherme, qui transporte du coup, qui est dans la chaîne logistique du froid du coup. Et ces clients commencent euh, sur les outils d'optimisation qu'on développe pour eux, pour optimiser finalement la chaîne du froid. C'est pas le nombre d'euros qui sont demandés en termes de KPI d'optimisation, mais c'est vraiment la consommation CO2 de la chaîne qui est demandée. Donc, si tel ou tel colis va passer par tel ou tel chemin, finalement, la prise de décision se fera plus aujourd'hui sur la consommation d'énergie que sur le coût en tant que tel. Bon, Tout à les fait, gauches, ouais. oui, hein, forcément, mais voilà. Lucas, j'ai une autre question d'une personne qui demande si tu as des exemples de use case pour lesquels des clients, tes clients, mixent des datas d'analyse d'images sur des flux de personnes ou de véhicules avec d'autres datas, d'autres formats. Par exemple, venant d'autres capteurs ou encore des datas de type open data. Eh ben, je vais avancer sur les autres cas d'usage. Il y en aura certainement, il y en aura certainement un qui parlera de ça, et sinon, je réfléchirai en cours de route pour en parler. Vu qu'il est 45, je vais avancer là sur les applications. Super. Ok, Euh, merci. Et merci Alexandre qui a mis un lien aussi dans le chat sur la loi Elan. et Nelly, si tu peux guetter Sylvain qui devrait arriver dans pas longtemps pour le retour d'expérience dans le chat, il Yes. devrait se connecter. Ouais. Du coup, dans le domaine environnemental, il y a ben, une startup avec qui qu'on avait croisé donc à Grenoble, maintenant qui est à Toulouse, qui s'appelle Abellio, qui permet de réduire l'utilisation de produits phytosanitaires dans les champs. Globalement, en fait, ils proposent grâce à un drone solaire de se balader au-dessus des champs des agriculteurs et de détecter ben, tout type de problématiques, que ce soit des nuisibles, des maladies, ou alors des problèmes de manière générale sur le champ, et de pouvoir, typiquement des mauvaises herbes, et de pouvoir du coup localiser précisément l'endroit où l'agriculteur doit mettre ses produits. Donc aujourd'hui, c'est un gros problème au niveau environnemental, hein, les produits phytosanitaires, on en utilise trop. Ça a un impact et des répercussions assez importantes sur tout l'environnement. Et donc des solutions comme ça d'agriculture de précision permises grâce à une IA qui est embarquée sur un drone. Donc là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des gros enjeux de pouvoir optimiser les algos pour qu'ils tournent en live sur le drone, remonter toutes les données et traiter tout. C'est compliqué vu que le système, il n'a pas forcément Internet et euh, il n'a pas forcément la puissance de pouvoir tout remonter. Ce type d'analyse se font souvent avec des caméras assez complexes. On a des caméras multispectrales qui vont analyser l'image dans plusieurs longueurs d'onde. Parce qu'il y a des maladies qui ne se voient pas dans le visible, mais qui se voient en avance dans l'infrarouge, par exemple, ou dans d'autres longueurs d'onde. Et donc, bah, il faut de l'analyse d'image et du traitement d'intelligence artificielle embarqué sur le drone pour pouvoir détecter tout ça. Et ensuite, il propose à l'agriculteur un dashboard ou une sorte de page qui permet de visualiser son champ et les endroits où il doit réaliser ses traitements. Euh, on a aussi également Interceptor qui est une, euh, également une startup Ocean Cleanup qui développe un système de collecte et de tri de déchets. Là, pour le coup, c'est la collecte de déchets dans les océans et dans les rivières. Ils veulent récupérer du coup les bouteilles en plastique, les déchets plastiques qui se trouvent dans l'eau. Et ils utilisent du coup du machine learning pour pouvoir trier les déchets qui passent dans Interceptor et ainsi décider quels sont les déchets qui sont à trier, les déchets en plastique en question en l'occurrence. Et donc là, ça a été déployé, les premiers pilotes en Asie, et ils comptent équiper plus de 1000 rivières prochainement avec ce type de collecteur.
Dans le véhicule autonome, on a une application qu'on a réalisée avec l'Inred, la société dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui utilise plusieurs capteurs. Donc là, ça répond un peu à la question de tout à l'heure sur du multi-capteur, multi-données. Après, là pour l'instant, ça reste des données images. Donc il y a une image infrarouge, c'est celle que vous voyez, et une image visible. Donc là, on mélange les deux modalités, visible et infrarouge, pour améliorer les taux de détection des personnes euh, pour le domaine de la voiture autonome. Euh, et l'idée, c'est que euh, dans des conditions d'éclairage un peu compliquées, pardon, typiquement de nuit ou, euh, ou quand il y a du brouillard, l'infrarouge apporte pas mal d'informations en plus. Et donc, on a développé un réseau de neurones qui était optimisé pour tourner sur une carte graphique et qui prend en entrée les deux informations, visibles et infrarouges, et qui fusionne ces deux informations pour directement donner en sortie les zones des personnes et euh, la probabilité des personnes. Donc là, les chiffres que vous voyez, c'est la probabilité que ce soit une personne à l'écran. Et donc, grâce à ces deux capteurs, visibles et infrarouges, et au réseau de neurones optimisé, on a amélioré de 10% les taux de détection des humains par rapport à l'état de l'art, notamment de nuit. Là, on gagne énormément de nuit. Euh, et également, pour le domaine, quel rapport avec l'environnement et l'énergie, c'est que les voitures, globalement, les voitures autonomes, elles vont permettre de mutualiser les services en termes de transport et on aura de moins en moins du coup de voitures qui serviront à rien et qui 90% 90% de leur temps stationné en ville. On aura une réduction, du coup, moins de bouchons et moins de, du coup, moins de pollution globalement grâce à ces voitures. Donc c'est assez indirect, mais le fait de pouvoir détecter finalement des personnes sur un véhicule autonome a un impact finalement énergétique assez important. Dans le domaine de la logistique, l'optimisation d'empaquetage, là c'est un exemple où on a un client qui voulait du coup optimiser l'empaquetage de ses colis. Et donc grâce à l'IA, on a proposé quels sont les meilleurs paquets à utiliser en fonction des articles. Et en utilisant cette optimisation d'empaquetage sur ses colis, mais également sur ses camions, pour savoir comment remplir ses camions, il a réussi à économiser un camion sur trois. Donc une grande réduction en termes de consommation de gasoil. Et finalement, les personnes qui ont utilisé cet outil-là, c'était aussi un outil pour eux pour se former, pour optimiser le remplissage. Et c'est devenu un outil ludique qui a permis également de rendre un peu plus intéressant et attrayant ce poste-là où à la base, ils réfléchissaient pas trop, ils prenaient le premier colis qui passait par là pour mettre le produit à l'intérieur. Donc là, vous pouvez faire toutes les simulations que vous voulez, rajouter des articles, et ça vous propose la bonne solution. Et le dernier exemple que je voulais vous montrer dans le domaine également de la logistique, c'était le transport scolaire. Et puis après, je donnerai la main à Sylvain de Pellin-Castet. C'est sur l'optimisation des tournées. Donc là, on a accompagné un transporteur scolaire, Transarc, qui voulait optimiser ses tournées. Et donc en fonction de l'ensemble de ces points, euh, de ces, euh, de ces transporteurs et également pour l'ensemble des tournées qui sont disponibles dans la base de données, on va, avec un algorithme, associer la bonne personne aux bonnes tournées et ainsi faire beaucoup d'optimisation et visualiser les optimisations à l'écran dans une interface. Et en fait, en utilisant notre outil, ils ont eu un retour sur investissement assez rapide puisque ils ont réussi, je crois qu'en 6 mois d'utilisation du logiciel, ils ont réussi à économiser 500 000 km euh, optimiser 500 000 km. Finalement, la personne qui était au sud et qui faisait sa tournée au nord, l'échanger avec une personne qui était au nord et qui faisait sa tournée au sud, c'est une évidence, mais quand on a plein de transporteurs et plein de tournées, ça devient moins évident. Et maintenant, la société, elle grandit pas mal, elle acquiert de nouvelles sociétés par croissance externe, et elle utilise notre logiciel pour optimiser donc la nouvelle structure et optimiser l'ensemble de la société grâce à l'intelligence artificielle. Et donc, c'est quasiment 40 000 litres de gasoil économisés et beaucoup d'optimisations possibles, présentes et futures.
Et derrière, on travaille maintenant sur le comptage des personnes dans les bus également pour pouvoir adapter la taille des personnes, la taille des bus, pardon, au nombre de personnes qui est dans les bus. Donc voilà un exemple également d'optimisation important. Et maintenant, je vais laisser la parole du coup à Sylvain, qui a dû arriver, pour Sylvain parler est bien. de... Ouais. Bonjour Sylvain, Ouais, bonjour Lucas, bonjour à tous, vous m'entendez bien? Très bien. pour parler de tri de déchets. Et donc Sylvain, je te Exact. présente rapidement, tu es directeur technique de Pélincasté et ça fait 1 an qu'on travaille ensemble dans la Oui, joie et la bonne humeur. Et tout à fait. il me semble que tu as quelques slides à nous présenter pour nous parler de notre collaboration et de ta société. Exactement. Alors, je vais partager effectivement une présentation donc, que j'avais préparée. Hop, la voici. Elle arrive. Alors, est-ce qu'on y est là ou pas? Yes, tu peux mettre en plein écran, ce sera bon. Ouais, ok. Hop, là c'est bon, vous voyez bien? Parfait. Super. Donc bonjour à tous. Donc, je suis Sylvain Duisy, effectivement directeur technique et innovation de la société Pélincasté. Pélincasté, on est une société basée dans le sud de la France, donc sur Pertuis, au nord d'Aix-en-Provence. Et on conçoit et développe des machines de tri optique hein, pour le tri des déchets. Donc, en quelques mots, hein, pour présenter rapidement la société, puis pour expliquer le contexte dans lequel ensuite on a collaboré, travaillé, et on continue d'ailleurs de travailler avec Neovision. Donc voilà, donc nous, notre objectif, effectivement, c'est de co-construire la performance de tri dans la durée, c'est-à-dire proposer à nos clients, effectivement, des machines qui soient fiables, robustes et qui permettent, effectivement, d'avoir un grand niveau de performance pour adresser le monde du tri du déchet qui prend de plus en plus de place, effectivement, dans notre univers et dans notre planète, hein, puisque on voit que de plus en plus de déchets sont recyclables et il faut accélérer la cadence. Donc c'est du tri à grande vitesse. Ça, c'est la première chose, effectivement, qui est importante, puisque ça va nous permettre de traiter des gros volumes et une haute qualité de tri pour la rentabilité et l'environnement, bien entendu. Alors, notre savoir-faire, en quelques mots, hein, c'est associer l'intelligence de l'homme et des technologies. Ça, évidemment, on n'a jamais exclu, et c'est pas notre objectif de dire qu'aujourd'hui, la technologie va remplacer l'homme à 100%. C'est bien, effectivement, de donner à l'humain cette capacité, grâce à la technologie, d'aller plus loin. Et en l'occurrence, pour ce fabuleux domaine, secteur d'activité qui est le tri de déchets, donc le recyclable au sens large. Donc, c'est la technologie associée à un service, effectivement, de nos techniciens, de notre service après-vente, de notre commerce, de tout ça, de toutes ces personnes qui travaillent en fait autour de ces sujets pour collecter de la donnée, analyser ces données et accompagner effectivement nos clients dans cette performance de tri. Donc, il faut savoir qu'effectivement, on est une entreprise où on est numéro 2 mondial hein, dans le tri du déchet. Donc, on est leader en France et au Japon. On a un rayonnement international puisqu'on fait à peu près 70% de notre chiffre d'affaires sur les autres territoires autres que la France. On est une entreprise indépendante, donc on n'appartient pas à un groupe, on n'est pas associé non plus, on n'est pas marié, j'allais dire, avec des acteurs ou des exploitants sur le marché comme les acteurs connus en France, hein, Suez, Veolia, Paprec, etc. On travaille avec tous ces acteurs-là. L'idée, c'est vraiment d'accompagner tous ces acteurs dans le tri du déchet. On accompagne les collectivités locales, les centres de tri et les industriels dans toute cette démarche. Donc aujourd'hui, on est une PME. Donc en quelques chiffres, hein, pour être assez succinct là-dessus, on a été créé il y a 20 ans, hein, donc c'est assez récent, effectivement, comme on n'est pas une entreprise historique, on va dire, voilà, avec 20 ans d'ancienneté. On a passé le chiffre de 200 employés cette année, donc on est un peu plus de 200, on est 208 personnes actuellement chez Pélincasté, et effectivement avec un chiffre d'affaires qui s'approche maintenant des 50 millions d'euros. Des 50 millions d'euros. Donc, on a des objectifs clairs de croissance, hein, donc par rapport à une croissance régulière qu'on fait autour de 15% par an, et un objectif effectivement de doubler ce chiffre d'affaires d'ici 2025.
Donc voilà en quelques mots. Donc effectivement, notre vision, c'est un petit peu ce que je disais en introduction, c'est de transformer l'économie, et la transition écologique est devenue urgente et on s'en rend compte au quotidien et par nos usages, nos usages au quotidien. Donc le modèle de l'économie linéaire est intenable et donc il faut effectivement faire de l'économie circulaire qui est la réponse crédible effectivement. Donc, et pour ça, pour arriver à cet objectif, il faut qu'elle soit plus massive, plus compétitive et plus pérenne dans le temps. Et ça, c'est vraiment notre vision, notre objectif dans les prochaines années. Donc on a 3 grands axes d'innovation, donc j'en parlais un petit peu tout à l'heure. D'abord toute la partie innovation technologique. Alors c'est là que justement on parle d'intelligence artificielle et les systèmes de détection qui sont vraiment notre cœur de métier. On va retrouver effectivement aussi la partie innovation numérique, donc priorité à la connectivité et à tout ce qui est donc intelligence artificielle autour du traitement de masse de la donnée pour une industrie 4.0, donc avec les capteurs IoT qu'on trouve aujourd'hui dans le marché. Et tout ça, effectivement, ça a un seul objectif, c'est toute la partie innovation applicative. Parce qu'encore une fois, l'objectif final, c'est pas simplement d'introduire de la technologie pour de la technologie, mais l'objectif est bien de trier et de trier avec de la performance et rendre effectivement la chaîne globale plus intelligente grâce à ces systèmes innovants et à ces différentes technologies. Donc, les 2 grands axes, vous les aurez compris, pour nous, c'est la connectivité dans un premier temps, donc avec une machine connectée et puis de plus en plus d'informations, de données collectées sur la machine qu'on va transformer en informations intelligentes qu'on va pouvoir ensuite restituer. L'idée, c'est on n'est pas propriétaire de la donnée, mais on partage cette donnée et on la met à disposition évidemment de nos clients puisqu'elle leur appartient. Par contre, l'information, c'est-à-dire le traitement intelligent de cette donnée, c'est là où effectivement on apporte une plus-value. Donc, on a plusieurs mécanismes aujourd'hui qui sont en place et on s'est fait certifier récemment, donc il y a pas loin d'1 an maintenant, sur une norme, la norme ISO 27001, qui est la norme autour de la cybersécurité. Ce qui ne veut pas dire qu'on se contente de cette norme, on essaie d'aller plus loin évidemment, puisque l'objectif c'est de sécuriser toute la chaîne d'informations et de données autour de nos clients et de nos machines. Et le sujet évidemment qui nous préoccupe aujourd'hui, évidemment, et qui était un axe très fort, c'est l'intelligence artificielle qui est de plus en plus présente dans notre quotidien. Alors dans notre quotidien en général, mais qu'on voit apparaître aussi maintenant au niveau industriel. Donc avec des applications qui sont assez populaires, hein, comme la reconnaissance ou la synthèse vocale, la prédiction dans divers domaines, la maintenance, c'est ce qu'on appelle la maintenance prédictive et la maintenance d'installations industrielles, et dans le traitement d'images avec la reconnaissance faciale, la segmentation et la classification d'images que Lucas vous a présenté juste précédemment. Donc pour nous, effectivement, l'ajout de l'intelligence artificielle, c'est bien un complément à nos technologies. C'est-à-dire qu'on ne considère pas actuellement que l'intelligence artificielle va complètement être j'allais dire, le point d'entrée de nos systèmes, en tout cas pas à court terme. Mais c'est bien un complément par rapport aux technologies actuelles qu'on utilise sur nos trieurs optiques, qui sont à base d'autres technologies, en particulier la technologie proche infrarouge ou rayon X en fonction du domaine dans lequel on cherche de l'information. Et on se rend compte que derrière, ce sont des vrais cas d'usage en fait qu'on souhaite adresser, comme la séparation des emballages alimentaires et non alimentaires. Alors ça, c'est un vrai cas d'usage et c'est un travail effectivement pour lequel on a sollicité Néovision dans ce cadre-là, tout simplement parce qu'aujourd'hui, au niveau des normes, on se rend compte qu'il y a de plus en plus une résine plastique qui se recycle bien, c'est le PET. Le PET, c'est par exemple les bouteilles d'eau qu'on a, hein, les bouteilles d'eau minérale qu'on peut avoir. Et ce qui se passe effectivement, c'est que de plus en plus, comme le PET, c'est une résine qui se recycle bien, on se rend compte que petit à petit, de plus en plus de metteurs sur le marché utilisent cette résine plastique pour d'autres contenants que de l'alimentaire. Typiquement, on va les retrouver dans les bouteilles de shampoing ou d'autres produits cosmétiques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on va se retrouver en termes de détection avec à la fois des objets qui viennent de l'alimentaire, donc qu'on pourrait recycler pour refaire de l'alimentaire, et également des objets qui sont non alimentaires. Et donc là, effectivement, ça pose des problèmes effectivement de santé publique.
Et donc, il faut qu'on soit capable de distinguer ces emballages qui soient alimentaires et de ceux qui ne le sont pas, mais qui pourtant sont faits de la même composition chimique, de la même matière, c'est-à-dire du PET. Donc, on a sollicité effectivement Néovision pour travailler sur ces sujets-là, sur la base effectivement d'intelligence artificielle et de combiner encore une fois, donc d'augmenter la détection en combinant les technologies actuelles, donc que je donnais tout à l'heure, le proche infrarouge, et en combinant avec donc de la technologie autour de l'intelligence artificielle pour répondre à ces nouveaux cas d'usage ou à ces nouveaux marchés et à l'hétérogénéité des flux qui est très 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 variable effectivement. Donc les travaux ont démarré en début 2020. On avait identifié 2 cas d'usage spécifiques qu'on estimait pouvoir être adressables avec l'intelligence artificielle. Le premier, donc, c'était la distinction des bouteilles plastiques alimentaires et non alimentaires, donc je vous ai expliqué précédemment. Et dans les PET, effectivement, c'est la distinction des bouteilles claires versus les bouteilles colorées versus les barquettes. Tout simplement parce que de la même manière, les barquettes, ce sont les barquettes qu'on va retrouver dans le marché, hein, barquettes classiques, hein, par exemple les barquettes de jambon. Et là, en fait, on se rend compte que ça reste de l'alimentaire, mais néanmoins, ce n'est pas exactement la même composition chimique entre une bouteille et une barquette. Et du coup, en termes de recyclabilité, évidemment, ça nous pose des problèmes. Sauf que les technologies qu'on utilise aujourd'hui ne nous permettent pas de distinguer ces deux cas précisément. Donc, on a réfléchi et on a sollicité aussi Néovision pour travailler sur ce cas d'usage particulier. Donc l'objectif, effectivement, était ambitieux hein, par rapport au cahier des charges qu'on avait fourni et qu'on avait demandé à Néovision. C'était effectivement des temps de calcul extrêmement courts. On parle de quelques millisecondes en termes de temps de décision d'inférence. Donc vraiment le temps de calcul et de classification de l'information. Et évidemment des taux de réussite qui soient élevés pour pouvoir justement adresser ces cas d'usage. Donc là, l'idée, c'était d'arriver à des taux d'identification supérieurs à 80 ou 90% en fonction du cas d'usage, et puis d'arriver donc en temps réel à ces performances-là. Donc, ce qui nous a permis donc d'abord de définir effectivement ce cahier des charges et donc de mettre un vrai challenge technique pour les équipes de Lucas, et aussi pour nous de comprendre un petit peu, d'avoir une compréhension mutuelle de nos métiers. Pourquoi? Parce que effectivement le métier du tri, ben, c'est une vraie expérience, une vraie expertise. Donc nous on la maîtrise. Par contre l'IA on la maîtrisait pas. Donc c'était une appropriation de bien transférer, de bien transmettre pour que ce sujet soit bien compris par les équipes. Et à nous de notre côté aussi de nous approprier le sujet de l'IA qui est un nouveau domaine qu'on ne maîtrisait pas jusqu'à présent. Et on maîtrise toujours pas, hein, qu'on soit clair, sur lequel on travaille en tout cas. Donc effectivement, aujourd'hui, ce qui nous a amené à, dans nos roadmaps technologies ou dans nos roadmaps produits, de bien introduire cette notion, ces contraintes et ces spécificités autour de l'IA et d'adapter notre schéma directeur en conséquence, c'est-à-dire de bien prendre en compte le fait qu'aujourd'hui, l'introduction de l'intelligence artificielle, ce soit quelque chose qu'il faut qu'on systématise et qu'on prenne en compte de manière permanente dans les développements qu'on fait aujourd'hui et demain. Donc les gains attendus effectivement, c'était de répondre aux enjeux de demain. Alors j'allais dire des enjeux de demain, mais quelque part aussi, aujourd'hui puisque comme je vous l'expliquais, on voit apparaître de plus en plus ces résines, sur nos trieurs optiques, sur les centres de tri. Et donc effectivement, il faut qu'on puisse apporter une solution, par rapport à ces sujets-là. Donc l'objectif, c'était très clair, hein, c'est d'apporter une solution à nos clients pour pouvoir distinguer ces nouveaux cas d'usage qui apparaissent et sur lesquels effectivement le marché est de plus en plus réceptif et de plus en plus en attente effectivement d'une solution pour pouvoir recycler ces matériaux. Et par ailleurs, on se rend compte qu'effectivement, ça c'est normé de plus en plus par l'Europe, hein, tout simplement, qui impose effectivement des taux, par exemple de matières non alimentaires dans des flux de matériaux alimentaires. Donc ça, clairement, c'est aussi des enjeux normatifs, hein, j'allais dire, et contraints par l'Europe. Donc, on compte clairement sur l'IA, effectivement, pour amener au marché un nouveau référentiel sur la base de combinatoires technologiques, pour arriver à des taux, effectivement, qui soient satisfaisants et qui permettent de répondre à cette problématique. Des gains pour les exploitants avec une matière plus pure, et éviter effectivement des retours de balles au centre de tri. Alors les retours de balles, c'est simplement que quand on fait un tri, on va regrouper l'ensemble des matériaux
dans un big bag ou dans une caisse. Et si effectivement la qualité n'est pas au rendez-vous, ce qui se passe, c'est que quand le centre de tri envoie ce camion en fait au centre de recyclage, le centre de recyclage refuse en fait le contenu parce qu'il considère qu'il ne peut pas le recycler parce qu'il y a trop d'impuretés dans ce camion. Donc ça fait des allers-retours, donc on pollue la planète, donc finalement on répond pas du tout à la problématique qui est l'écologie ou l'économie circulaire au sens large. Donc l'idée, effectivement, c'est grâce à cet apport de l'IA, c'est de répondre à cette problématique et de donner effectivement des sorties de centres de tri qui soient le plus pures possible pour qu'on évite justement ces mécaniques de rebouclage et d'impureté, et de non-recyclabilité des matériaux qui vont se retrouver finalement enfouis ou au pire jetés dans la nature. Donc il y avait clairement des objectifs à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, où on en est, tout simplement, on a eu en début d'année la livraison effectivement des codes qui ont été travaillés par les équipes de Lucas et de Neovision, qui ont permis effectivement d'atteindre les performances à la fois en termes de calcul temps réel, mais à la fois en termes de performance applicative. Donc on a pris en main ce code et on l'a intégré dans notre système. On l'a adapté effectivement à notre environnement de développement et on a réalisé les premiers essais. Alors c'est tout frais puisqu'ils ont été réalisés la semaine dernière, donc c'est vraiment très récent. Et effectivement, aujourd'hui, on commence à avoir des premiers résultats. Alors il va falloir optimiser, bien entendu, mais on a des premiers calculs qui sont des premiers résultats qui ont été sortis la semaine dernière sur la base en fait à la fois des images qui avaient été fournies, des modèles qui avaient été travaillés et de l'implémentation qui a été faite par Neovision et qu'on s'est réapproprié puisqu'il y avait un vrai transfert de compétences et qui donne aujourd'hui effectivement des premiers résultats très encourageants pour le futur. Donc c'est ça qu'il faut retenir et c'est sur ces sujets-là qu'on va continuer de travailler en collaboration étroite avec Neovision. Donc demain, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, c'est évidemment optimiser encore les réseaux, puisque on voit bien qu'il y a encore un petit peu de travail à faire, et ça c'est normal, hein, c'est tout à fait prévu dans le cadre de cette première étape. L'introduction de nouvelles classes d'objets, puisqu'on se rend compte qu'effectivement, par rapport à l'amorce en fait du travail qui avait été fait, il faut aller plus loin et ajouter de nouveaux objets par rapport au flux qu'on peut mettre en entrée de nos machines de tri et créer un premier référentiel applicatif qui va être un petit peu notre première base de référence quelque part pour démarcher nos clients et leur montrer notre capacité à trier avec ces nouvelles contraintes et ces nouveaux cas d'usage. Et évidemment, on espère mettre un premier site pilote, on va dire alors un premier site pilote en termes de détection avant la fin de l'année et en tri au premier semestre de l'année prochaine. Donc, on va vraiment être dans une démarche à partir de là concret, c'est-à-dire de tri avec de l'intelligence artificielle. Donc avec Neovision, évidemment, c'est la poursuite des travaux sur de la recherche appliquée, l'introduction de nouveaux cas d'usage et de l'accompagnement effectivement qu'on peut faire au quotidien, ce sont des travaux qui sont en cours aujourd'hui, hein, avec des nouvelles technologies ou en tout cas des nouveaux algorithmes qu'on sollicite pour aller plus loin effectivement dans ce traitement avec l'intelligence artificielle. Alors, quelques verrous techniques, évidemment. Ça, c'est effectivement, c'est un travail à la fois d'accompagnement, de formation, mais pas que. On se rend compte que l'industrialisation de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire le passage en série, c'est pas si simple que ça. Ça nécessite effectivement toute une structure, on va dire une structure IT, infogérance autour de ça. C'est comment effectivement aujourd'hui on va récupérer les données qui proviennent du terrain, comment on va faire toute la démarche à la fois de labellisation, de segmentation, d'apprentissage, de réapprentissage de nos modèles, en s'assurant qu'il n'y ait pas de régression et qu'on apporte un gain significatif. Et puis ensuite, le redéploiement, évidemment, à l'échelle industrielle. Donc tout ça, c'est clairement des sujets aujourd'hui qu'on n'a pas encore adressés, sur lesquels on est clairement en recherche active pour aller plus loin et déployer ce système au sens large. On a un deuxième sujet qui est l'appropriation par les utilisateurs. Nos premiers clients, ce sont nos techniciens qui sont sur le terrain et qui utilisent et qui règlent nos machines. Si on n'arrive pas aujourd'hui à leur faire comprendre et à leur donner les outils pour faire ce minimum de réglage sur site, parce que c'est sûr que quand on est dans les bureaux, on ne va pas voir tous les cas d'usage de la réalité du terrain. Et il faut qu'ils aient les moyens, les leviers, les mécanismes pour pouvoir faire du réglage et améliorer la performance directement sur les centres de tri. Donc c'est ça qu'il faut accompagner. Il faut que nos utilisateurs s'approprient ces sujets-là.
La robustesse dans le temps, ça c'est également un sujet qu'on a sur la table, puisque il va falloir qu'on regarde si au fur et à mesure des mois et des années, nos modèles sont robustes et comment on arrive à les enrichir de manière cohérente. Et donc, ce que je disais, le déploiement à une échelle industrielle qui sont vraiment des enjeux pour nous dans les prochains mois, prochaines années. Donc là, on a une roadmap aujourd'hui qui nous guide, en tout cas sur fin 2021 et 2022 pour arriver à un déploiement à l'échelle industrielle fin 2022. Donc voilà un petit peu tous les travaux qui ont été faits et toute la démarche qui a été entreprise avec Néovision et donc, comme je disais, qui se poursuit encore aujourd'hui, quoi. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques, je suis disponible. Merci beaucoup, Vincent. Il y a une question d'Alexandre. Alexandre, tu peux prendre la parole si tu veux, de Moonshot Lab, qui est un incubateur Ouais, donc Jura. c'était la question, c'était donc je comprends bien la problématique d'optimisation du tri pour que les déchets soient mieux valorisés. Et ce que je me demandais, c'est si avec toutes les données qu'on va collecter peut-être en analysant un peu mieux les déchets qu'on voit passer, est-ce que c'est des données qui peuvent être valorisées? Alors peut-être soit pour les producteurs, c'est-à-dire ceux qui produisent les emballages en question et ou les régulateurs, dans la vue de réduire la quantité de déchets. Alors je sais que du coup, ça vous fait moins de boulot s'il y a moins de déchets, mais dans une logique vertueuse de, de, de faire quelque chose pour l'environnement, est-ce que toutes ces données-là que vous pouvez collecter de manière plus fine, peut-être justement avec des technos d'IA, permettraient justement, dans un deuxième temps, d'avoir des statistiques ou des infos sur les déchets en disant, bah tiens là, on s'aperçoit que, je sais pas quoi, au niveau de la quantité, du volume, du poids, on pourrait mieux qualifier les déchets qu'on voit passer. Oui, tout à fait. De toute façon, ça fait bien partie effectivement des cas d'usage aussi, parce que là, j'ai donné que 2 cas d'usage, mais en fait, il faut comprendre que derrière, il y a tout un éco-organisme, enfin, il y a tout ce qui est Citeo et cetera, qui travaille évidemment, clairement sur le sujet, hein, qui sont les éco-organismes en France, par exemple, mais c'est valable dans l'Europe entière ou dans le monde entier où chaque pays a son propre éco-organisme autour de ça. Et effectivement, ça fait clairement partie des sujets. Aujourd'hui, nous, là, encore une fois, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, la donnée ne nous appartient pas. Elle appartient aux exploitants et plus largement à Citeo qui finance en fait aussi une partie de ces travaux autour de l'intelligence artificielle, mais pas que. Et l'idée, effectivement, c'est de donner des éléments qui vont leur permettre effectivement soit de réorienter le marché, soit de préconiser effectivement des solutions autour de différents matériaux. Et aujourd'hui, en fait, il faut savoir que Pélincasté est sollicité en fait justement par des metteurs sur le marché, alors des grands groupes hein, qui mettent sur le marché effectivement des nouveaux matériaux ou des matériaux avec différentes teintes de couleurs, etc. Et on est sollicité pour vérifier que nous, on est capable de les trier ou en tout cas de les repérer pour pouvoir les trier derrière. Donc ça fait partie effectivement de l'ensemble effectivement de la démarche, de dire qu'aujourd'hui, nous, on est tout à fait disposé à mettre à disposition ces informations, quoi. Il n'y a aucun secret là-dessus, quoi. Et il y avait Oui, aussi une question de Laurent. tout à fait. Oui, bah, je vais la poser oralement, ça ira plus vite. En fait, je pensais à l'exploitation de ces nouveaux outils, justement, dans le cadre de votre activité. Est-ce que, euh, est-ce que ça implique la création de nouvelles compétences au sein de votre personnel existant pour pouvoir exploiter ces nouveaux outils et les maintenir, voilà, effectuer les réglages, les ajustements nécessaires, ou bien votre stratégie, c'est plutôt de créer une vraie spécialité avec des nouveaux, des nouvelles personnes qui auront vraiment ce rôle de faire le lien entre la mise en application sur le terrain et puis la, la, la théorie en amont, quoi, le Oui. système purement d'intelligence artificielle. Oui, clairement oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, déjà dans nos équipes, parce qu'il y a enfin, ce qu'on recherche aussi à travers, ce qu'on a trouvé à travers Néovision, c'était justement cette capacité à la fois de nous accompagner, de nous mettre le pied à l'étrier, et puis ensuite qu'il y ait un transfert de compétences pour que nous, on s'approprie les sujets. Donc déjà, effectivement, en interne, on a dimensionné, ou en tout cas, on est en train de dimensionner une équipe de R&D qui est un peu plus, j'allais dire, sachante sur la partie intelligence artificielle. Donc là, il y a clairement un travail aujourd'hui qui est fait en termes de recrutement chez nous. Et en second lieu, effectivement, c'est l'appropriation par les gens qui vont faire du réglage et donc de mettre à disposition des outils qui soient suffisamment simples et accessibles. Donc là, on est plutôt dans des démarches du X designer, UI designer, etc.
pour justement que les personnes, j'allais dire, néophytes n'aient pas à se poser la question de savoir ce qu'il y a derrière, mais et les leviers de réglage pour pouvoir adresser sur le terrain les problématiques de tri et de performance de tri. Donc c'est vraiment des nouveaux métiers qu'on n'avait pas jusqu'à présent, ou à la marge, avec quelques personnes qui avaient quelques notions. Mais aujourd'hui, on est clairement dans des recrutements autour de ces profils-là, donc data scientist également, hein, analyse de la donnée, bien entendu, qu'on n'avait pas jusqu'à présent et qui font partie de nos périmètres aujourd'hui de recrutement. Ouais. Ok, c'est clair, merci. De rien. J'ai reçu une question de So. Alors, je vous prie de m'excuser parce que le pseudo, c'est écrit So, donc je connais pas le nom-prénom, qui demande quels sont les autres cas d'usage de tri que vous envisagez de développer. Alors aujourd'hui, je peux pas répondre à la question. Il y a des sujets qui sont confidentiels aujourd'hui, de toute façon. Ce que je peux dire, c'est que par exemple, un autre cas d'usage qu'on connaît, c'est par exemple la cartouche silicone. Donc ça, vous savez, c'est les cartouches quand on fait du bricolage, on a des cartouches en fait qui sont dans une matière plastique, une résine plastique, et à l'intérieur il y a du silicone. La problématique, c'est que quand il y a de la matière à l'intérieur d'un contenant, et ben en fait, ça pose des problèmes pour recycler en fait cet objet-là. Et du coup, il faut les exclure en fait du tri, ou en tout cas les mettre à part, quoi, quelque part. Donc ça fait partie des cas d'usage typiquement qu'on veut adresser effectivement dans les prochains mois également. On va retrouver un autre cas d'usage qui est pas spécifique, mais c'est par exemple dans des tris sur des métaux, par exemple. On va retrouver par exemple des fils, des bouts de fils en fait, alors on veut valoriser les métaux, que ce soit de l'aluminium ou ce genre de métaux-là, ou des chromes. Et à ce moment-là, on va se retrouver avec des fils qui sont des polluants. Donc, on essaye effectivement de distinguer, d'éjecter en fait avec de la reconnaissance sur de l'IA ces bouts de fils qu'on va vouloir sortir du flux pour pas les prendre en compte dans le valorisable. Donc voilà, c'est ce genre de cas d'usage. Il y en a plein, quoi. Il y en a beaucoup d'autres qui sont un peu plus confidentiels aujourd'hui, mais voilà, c'est le genre de cas d'usage sur lequel on peut travailler. Merci beaucoup. Lucas, est-ce que tu as des choses à ajouter? Bah non, c'est tout bon pour moi. Merci beaucoup Sylvain pour ton témoignage. Avec plaisir, pas de souci. J'espère que j'ai été assez clair et assez succinct. J'essaie de pas trop parler. Non, mais c'est toujours très intéressant ces sujets, puis il y a eu plein de questions, donc c'est toujours un plaisir de pouvoir y répondre et échanger avec vous sur ces sujets. Puis dans Super. le chat, il y a Clarisse de Citeo qui confirme effectivement qu'il travaille sur tous ces sujets-là et elle donne des liens. Super. Merci Clarisse. Ouais, je vous ai mis les petits liens du coup vers les différents articles qui vous permettent de voir les autres projets qu'on finance effectivement, autres que le projet TRIA de Pélinck, du coup. Mais vous le retrouverez aussi dans ces liens. Super, merci. Mais j'ai l'impression qu'on va pouvoir clôturer l'échange. Merci beaucoup. Je vais vous envoyer, enfin, Nelly va vous envoyer ma présentation ainsi que celle de Sylvain. Et vous pourrez retrouver le webinaire en ligne également dans quelques jours. Tout à fait. Un grand merci Lucas pour ces échanges très intéressants. Merci Vincent de nous avoir rejoints depuis le sud. Et merci beaucoup Merci. Nelly pour l'organisation. Merci à vous tous pour votre participation. On vous transmet les éléments au plus vite et vous allez recevoir aussi un petit questionnaire dans l'après-midi. Donc n'hésitez pas à nous indiquer des prochains sujets. Voilà. Puis Lucas, on se retrouve à la rentrée pour parler d'IA et industrie, il me semble. C'est ça, exactement. On vous transmettra les informations. Je crois que la date n'est pas encore calée. On vous transmettra ça rapidement. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup. à tous. Bon appétit, Au revoir. bonne journée. Merci, au revoir. Merci Merci à beaucoup. tous, au revoir. Bonne continuation. Merci. Merci, au revoir.